Il y a quelque chose de particulier chez les personnes qui ont grandi dans les années 70. Quelque chose qui ne se voit pas immédiatement, mais qui émerge dans les moments difficiles. Un calme étrange, presque inexplicable. Une façon d'affronter le chaos qui semble venir d'une autre époque. Cette décennie n'a pas seulement façonné une génération, elle a créé un type de résilience psychologique que les experts commencent seulement maintenant à comprendre vraiment. Commençons par quelque chose que la plupart des gens comprennent mal. Quand on pense au développement des enfants, on assume souvent qu'un environnement plus contrôlé produit de meilleurs résultats, plus de structure, plus d'encadrement, plus de protection. Mais les enfants des années 70 démontrent que cette théorie est complètement fausse. Réfléchissez-y, vous avez 7 ans et votre mère vous envoie dehors après le petit déjeuner avec une seule consigne. Rentre avant la nuit. Pas de téléphone portable, pas de vérification toutes les heures, pas d'activité organisée. Juste vous, vos amis du quartier et la liberté de faire vos propres choix. Vous passiez des après-midi entiers à construire des cabanes dans les bosquets du parc, à créer des jeux avec de simples bâtons et une imagination sans limite. Vous régliez vos disputes sans l'intervention d'un seul adulte. Quand quelqu'un avait une petite blessure, vous appreniez à trouver des solutions entre vous. Quand vous vous lassiez d'un jeu, vous en inventiez un autre. Lorsqu'un conflit survenait, vous le résolviez vous-même, car il n'y avait personne d'autre pour le faire. Ce n'était pas de l'abandon, mais une marque de confiance. Et les neuroscientifiques ont découvert quelque chose d'extraordinaire sur ce type de jeu libre. Ils reprogramment littéralement le cerveau pour la créativité et la résolution de problèmes. Sans guide extérieur, ils développent la fonction exécutive, cette capacité à planifier, à s'adapter et à penser de façon critique. C'est précisément ce que Françoise Dolto, grande psychanalyste française des enfants, défendait dans les années 70 sur les ondes de France Inter. Laisser l'enfant vivre ses propres expériences, même imparfaites, est la condition première de son épanouissement. Des décennies plus tard, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre et père du concept de résilience en France, a confirmé scientifiquement ce que ses enfants vivaient intuitivement, c'est dans la traversée des petites épreuves quotidiennes que se forge la solidité intérieure. Si ce voyage dans la psychologie des années 70 vous fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous dans les commentaires laquelle de ces expériences vous reconnaissez dans votre enfance. Imaginez faire du vélo dans votre quartier et remarquez que la voiture de Madame Lefebvre est garée à une heure inhabituelle. Vous appreniez à lire les situations en un instant. Vous saviez par quel jardin vous pouviez passer et quel voisin vous gronderait. Vous compreniez quand les enfants plus grands étaient d'humeur à jouer et quand il valait mieux disparaître. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de l'intelligence de survie. Sans la supervision des adultes, vous développiez un 6e sens pour le danger. Vous appreniez à évaluer les risques et à prendre des décisions rapides. Vous appreniez à lire les intentions des gens dans leur langage corporel et leur ton de voix. Une compétence sociale qu'aucun manuel scolaire ne saurait enseigner. Maintenant, faisons un saut à 16h30 un mardi ordinaire. Vous rentrez de l'école, vous prenez la clé sous le paillasson, vous ouvrez la porte et vous entrez. Pas de panique, pas de peur. Juste le silence de vos pas et le bourdonnement du réfrigérateur. Vous posez votre cartable, vous préparez votre goûter, peut-être une tartine de beurre et de confiture. Vous allumez TF1, vous commencez vos devoirs. Vous appelez peut-être un ami depuis le téléphone fixe du salon. Cette routine n'était pas un signe de solitude, mais de compétence. Chaque après-midi, vous vous disiez que vous pouviez vous débrouiller seul pendant quelques heures. Dans ces après-midi silencieux, quelque chose prenait racine au cœur de ces enfants. Quand les choses allaient mal, ils ne cherchaient pas quelqu'un d'autre à blâmer. Ils se demandaient ce qu'ils auraient pu faire différemment. Les psychologues appellent cela le lieu de contrôle interne, la conviction que ses propres actions ont un effet direct sur les résultats. Pour les enfants des années 70, ce n'était pas un concept théorique. Si tu tombes, tu te relèves. Si tu casses quelque chose, tu trouves un moyen de le réparer. Mais parlons de ces moments où vous aviez fini vos devoirs, regardé la télévision et qu'il vous restait encore 3 heures avant le dîner.
Vous alliez trouver votre mère qui repassait dans la cuisine et vous lui disiez ces deux mots fatidiques. « Je m'ennuie ». Et sa réponse ? Va te trouver quelque chose à faire. Point. Pas de solutions immédiates, pas d'écran tendu en guise de réconfort, juste vous et cette sensation d'agitation intérieure. Alors vous sortiez, vous regardiez les nuages au-dessus des toits de tuiles. Vous rangiez votre collection de vignettes Panini pour la 3e fois. Vous appeliez votre ami Julien, mais lui aussi s'ennuyait. Vous vous ennuyiez ensemble dans la rue jusqu'à ce que l'un de vous deux trouve quelque chose à faire. Vous appreniez que l'ennui n'est pas une urgence, mais un signal, une impulsion qui disait au cerveau « Je suis prêt à créer quelque chose de nouveau ». Les parents modernes voient l'ennui comme une maladie à guérir, mais vous attendiez qu'il mûrisse et quelque chose finissait toujours par émerger. Les recherches démontrent que ceux qui ont vécu des périodes de stimulation insuffisante dans l'enfance ont un cerveau plus actif en matière de créativité et de pensée innovante. L'ennui a appris à votre cerveau à produire des idées à partir de rien. C'est précisément ce que font les entreprises les plus créatives aujourd'hui quand elles imposent des temps libres à leurs ingénieurs. Et puis, il y avait ce grand platane au bout de la rue, avec ses branches épaisses et si haut que depuis le sommet, le sol semblait minuscule. Vous grimpiez aux arbres, vous faisiez du vélo les mains levées, sentant le vent vous fouetter le visage en dévalant les pentes du quartier. Vous jouiez aux billes sur le trottoir, vos calots précieux alignés sur le bitume, défiant les copains à qui en gagnerait le plus. Vous sautiez à l'élastique, vous traciez des marelles à la craie sur le sol, vous inventiez des règles que vous changiez au gré de vos envies. Oui, parfois vous rencontriez de petites difficultés ou des incidents, mais vous appreniez directement par l'expérience. Ce qui était vraiment risqué et ce qui était simplement excitant. Vous développiez un système d'évaluation naturelle forgé dans la réalité du terrain et non dans les pages d'un livre. Ensuite, il y avait ces samedis matins sans programme. Vos amis n'étaient pas disponibles. Juste vous et tout le week-end devant vous. Et vous savez quoi? C'était bien. Des heures à lire des Astérix ou des Tintins, à créer des scénarios avec vos petits soldats, à dessiner, à relire le même livre pour la 3e fois. Vous partiez en vélo seul explorer les ruelles derrière l'église ou longer le canal. Ce n'était pas de l'isolement, c'était se sentir bien avec soi-même. Vous appreniez qu'il y a une grande différence entre être seul et se sentir seul. Cette capacité que les chercheurs reconnaissent pour aujourd'hui comme fondamentale pour la santé mentale était pour vous simplement du plaisir. Mais l'intelligence émotionnelle se développait dans les moments les plus inattendus. À l'école, quelque chose se passait. Quelqu'un disait quelque chose de méchant. Vous receviez une mauvaise note, vous vous disputiez avec votre meilleur ami. Vous vous alliez sur votre lit, regardant le plafond, ressentant une chaleur et une oppression dans la poitrine, la colère, la honte, la déception. Mais vous ne pouviez pas envoyer de message à quelqu'un. Vous ne pouviez pas chercher une approbation sur les réseaux sociaux. Vous ne pouviez même pas appeler parce que votre mère occupait le téléphone fixe du salon. Vous restiez là avec ce sentiment à l'intérieur. Vous regardiez le plafond, peut-être vous frappiez l'oreiller et finalement vous traversiez cette sensation jusqu'à ce qu'elle passe. Vous appreniez que les émotions sont des visiteurs temporaires, pas des résidents permanents. Vous pouviez être déçu sans en faire une catastrophe. Vous affrontiez les conflits sans avoir besoin de réconfort immédiat. C'était une forme de régulation émotionnelle que ni les applications de méditation ni les thérapies Chestoys modernes ne parviennent totalement à reproduire. Et vous souvenez-vous de ce que c'était qu'attendre? Vraiment attendre. Vous pensiez à votre émission préférée toute la semaine? Vous planifiez d'être devant la télévision à l'heure précise. Quand l'émission se terminait sur un suspense, vous attendiez 7 jours pour découvrir la suite. Noël était magique parce que vous l'attendiez 365 jours. Les vacances d'été étaient incroyables parce que vous les aviez méritées avec 9 mois d'école. Ce nouveau jouet avait une signification parce que vous aviez économisé votre argent de poche pour l'acheter. Les chercheurs ont découvert que ceux qui savent différer le plaisir immédiat ont des taux de dépendance plus faibles, de meilleurs résultats scolaires et professionnels et des relations plus stables.
La génération des années 70 a intégré cette éducation au quotidien, souvent sans même s'en rendre compte. Et la résilience. Le jour où vous étiez tombé de vélo, votre famille vous regardait et disait « Ce n'est rien, relève-toi ». Vous aviez perdu le match de foot dans la rue, raté le penalty décisif, ressenti une déception écrasante et le lendemain, vous jouiez à nouveau. La rédaction était mauvaise. Vous n'avez pas été sélectionné pour l'équipe. Vous avez oublié vos répliques lors de la pièce de théâtre de l'école. Chaque fois, vous ressentiez cette douleur, mais il n'y avait pas de comité d'adultes pour vous protéger. Pas de trophée de participation. Vous échouiez, vous vous sentiez triste, puis vous compreniez quoi faire différemment la prochaine fois. Ce n'était pas de la cruauté. Votre cerveau développait de la résistance. Vous appreniez que ce n'est pas l'échec qui vous définit, mais le fait de vous relever. Et maintenant, des décennies plus tard, les enfants des années 70 se retrouvent dans leur cuisine et regardent leurs propres enfants lutter avec quelque chose. Peut-être un problème de devoir, peut-être une amitié difficile. Ils ressentent l'impulsion d'intervenir, de tout arranger, de redresser la route, mais ils ne le font pas. Ils accordent à leurs enfants l'espace pour faire des erreurs. Non pas parce qu'ils s'en fichent, mais parce qu'ils ont compris que la surprotection ne crée pas de sécurité. Elle crée de l'anxiété. Quand leurs enfants échouent, ils demandent « Qu'est-ce que tu pourrais faire différemment la prochaine fois ?» C'est la question qu'ils ont appris à se poser étant enfants. Ces personnes portent en elles quelque chose qui devient de plus en plus rare dans notre monde hyper connecté et hyper stimulé. Une sérénité intérieure solide qui vient de la certitude de pouvoir affronter tout ce que la vie leur réserve. Leurs cerveaux ont été recablés par la liberté, renforcés par les difficultés et régulés par le risque. Ils sont peut-être la preuve vivante que nous avons inutilement compliqué la tâche d'élever des personnes résilientes. Parfois, le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un n'est pas de le protéger des difficultés, mais de lui donner les outils pour les affronter seul. Si cette vidéo vous a fait repenser à votre enfance, il y a un autre voyage qui vous attend. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons ce qui se passe dans l'esprit de ceux qui ont grandi dans les années 80, quand le monde a commencé à changer de vitesse. Vous pourriez découvrir quelque chose d'inattendu sur vous-même.